Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci encore de répondre présent à notre rendez-vous des Jeudis de l'entrepreneuriat pour tous. On a un véritable enjeu, finalement, c'est de rendre accessible ce sujet de la tech. C'est pour ça qu'on a souhaité organiser une rencontre autour de la tech, un peu comme l'a préconisé le rapport piloté par Anthony Babkin de Diversity Days, à savoir qu'il faut garantir l'information et l'accès euh, aux formations et aux opportunités du numérique et de la tech plus généralement. Et donc aujourd'hui, on a décidé de parler tech. Parler tech parce que certainement vous connaissez la tech par différents prismes. Nous, il nous a semblé, comme à notre habitude, il faut remettre les entrepreneurs, je dirais, au centre, au cœur du dispositif. Et donc, quoi de mieux que de réunir des entrepreneurs justement pour en parler. Tech, on parle de, je l'ai dit tout à l'heure, on parle de biotech, on parle de legal tech, on parle d'infotech, tout un champ sémantique où on va retrouver les notions de big data, de moteur de calcul, en introduction de modèles mathématiques, d'intelligence artificielle, ça a été cité tout à l'heure par Mejda, d'algorithmes, de blockchain et j'en passe. Donc avant de rentrer sur les sujets qui concernent la scalabilité, la disruption, je vais arrêter tout de suite cette liste à l'après-vert et je vais vous proposer d'essayer de décortiquer, de comprendre de quoi on parle. Et de quoi on parle lorsque justement la tech est appliquée à l'entreprise. Donc humblement, on va essayer tous ensemble de contribuer à partager ces notions. Parce que souvent, effectivement, peut-être que nos entrepreneurs l'évoqueront avec nous, on parle de modèles économiques à croissance exponentielle, on parle de vivier d'opportunités. Pour des entrepreneurs qui sont attentifs au sujet, aux enjeux sociétaux, vous allez voir les projets qui sont portés, ils apportent des solutions, des réponses à des problématiques qui justement sont renouvelées dans la façon de les aborder, des entrepreneurs qui vont formuler des réponses qui sont même parfois, je dirais, révolutionnaires, mais aussi avec beaucoup d'humilité, parce qu'on verra que finalement, on va imiter parfois les plus belles inventions qu'on va retrouver dans la nature. On va aussi finalement face à la possibilité de l'ensemble des informations, ce qu'on appelle le big data, la possibilité de traiter ces informations avec des moteurs de calcul ultra puissants, comment on va contribuer à donner de la clarté et offrir de nouvelles réponses à notre monde. Alors pour ce faire, j'ai l'honneur d'avoir un panel juste incroyable. Merci encore d'avoir répondu présent, avec Mounira Hamdi de Diversity Days, Mejda Nadari de Green Village, Nicolas Rousseau qui porte son entreprise Everzome, Sarah Mougarbel, YS, elle va nous dire tout à l'heure le nom de sa boîte qui me fait juste kiffer, et Vinly encore, Kianos, il est tout seul mais il nous le dira tout à l'heure, ils sont des milliers. Alors, tout de suite, je vais laisser en introduction la parole à Sarah qui va nous dire un peu ce qu'elle fait, quelle est son entreprise, un peu son ambition et surtout comment tu t'inscris dans la tech. Ok, bonjour tout le monde. Donc nous, chez Wise, on fabrique une paire de lunettes connectées qui permet aux personnes qui sont enfermées dans leur corps, alors soit par une paralysie, soit par une autre pathologie. En fait, on va détecter les derniers muscles qui sont capables de bouger, ça va être tous les muscles autour des yeux. En fait, grâce à ça, on va leur permettre de communiquer à travers une application sur leur smartphone. Alors, donc pour la histoire, je réponds par rapport au nom. Donc voilà, WISE, ça s'écrit W-Y-E-S et ça veut dire When Your Eyes Speak. Donc on parle avec les yeux, on peut dire beaucoup de choses avec le regard. Elle a pris la métaphore au sens littéral et carrément elle a proposé une solution pour la mettre en œuvre. Vinly, Kianos Technologies ou biotechnologie. Exactement, merci. Je voulais faire un petit point sur les biotech. C'est vrai que souvent, on voit les biotech comme un domaine inaccessible avec des gens en combinaison, en train de tenir des trucs. En fait, la biotech, c'est tout simplement les sciences du vivant, où est là vraiment comment on essaie de réutiliser le vivant pour répondre à des sujets qui peuvent être énormes, comme celui du réchauffement climatique, sur celui de l'alimentation durable, sur la qualité de l'air. Et tout simplement, nous, on s'appuie sur 2,5 milliards de R&D lorsque les microalgues ont été développées et ont inventé la photosynthèse. Elles se sont diversifiées et en fait, elles ont trouvé plein de solutions à plein de problèmes. Et nous, c'est essayer de trouver déjà les microalgues qui vont nous aider sur l'alimentation du futur, faire en sorte qu'on utilise
beaucoup moins de gaz à effet de serre, qu'on n'utilise plus de terre arable, et même d'engrais azotés en trouvant une microalgue qui prend directement l'azote de l'air et qui transforme l'air en nourriture, par exemple. Et sinon, il y a le fait de les utiliser pour purifier l'air. Pour ceux qui sont à Toulouse, vous verrez qu'on a une expérimentation en plein centre-ville, donc qui permet de prendre toute la pollution de l'air, les protoxydes d'azote, les particules fines, de les capturer et de faire un air plus pur pour tout le monde. Voilà ce qu'on fait. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Vin. Donc, on voit bien qu'au travers des projets de Sarah et de Vin, finalement, ils se préoccupent il y a des problématiques sociétales et clairement, grâce à la tech, ils essaient de formuler des solutions. Tout de suite, Mejda Nadari, qui est à la tête de son entreprise Green Village. Peut-être en quelques mots ce que tu fais et comment tu t'empares de la tech dans ton projet. Ton micro est coupé. Ton micro est coupé, Majda. Débugué, ça marche. Super Med, donc effet fondatrice de Green Village, trône de Carrefour et direction de la vie. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il y a beaucoup d'écho, Mejda. Mounira et je. C'était mieux avec tes écouteurs. Ahmed, tu as coupé ton micro, donc on n'entend pas tes consignes. Non, oui, donc ce que je proposais, c'était de passer la parole à Mounira et en attendant que Mejda règle le problème technique. Mounira. Ah oui, oui, avec plaisir. Du coup, donc Mounira Hamdi, cofondatrice des Diversity Days. Donc justement, j'étais en train de jouer ma curieuse, je lisais les commentaires et je retrouvais des noms, ça a fait remonter à la surface pas mal de souvenirs. Donc, ça fait plaisir de retrouver aussi des personnes qu'on avait justement rencontrées dans le cadre de Diversity Days dans différents territoires de France. Donc, pour revenir un peu sur ce qu'est véritablement Diversity Days, on a commencé avec un programme qui permettait justement de mettre en visibilité, mettre en réseau et mettre en confiance des talents issus de la diversité et du numérique. Donc, on avait fait un tour de France qui permettait de couvrir 4 régions et à chaque région de pouvoir aller sélectionner 8 talents qu'on pouvait ensuite produire sur scène, enfin, qu'on accompagnait durant une quinzaine de jours sur ce qu'on appelait un leadership programme pour les accélérer un peu sur différentes thématiques et ensuite les rendre visibles sur une scène qui permettait de regrouper à l'époque entre 300 à 500 personnes et c'était 300-500 personnes de la région, donc ça permettait vraiment pour eux aussi d'avoir une meilleure visibilité en local. Et derrière ça, l'idée était aussi de pouvoir continuer à les rendre encore plus visibles, notamment en intégrant de temps à autre une prise de parole de l'un de ces diversity makers dans les médias. Donc ça, c'était un des éléments clés du démarrage de Diversity Day. Donc ça fait 3 ans qu'on œuvre sur les thématiques de la diversité du numérique. On a pas mal itéré puisqu'on a énormément d'autres actions qui ont vu le jour par la suite, mais c'est vrai que au tout début, quand on a lancé, voilà, on était connu comme ce petit dispositif qui allait pouvoir aider des entrepreneurs en région à sortir un peu de leur coquille, qui pouvaient aussi rencontrer des personnes qui n'avaient pas pu durant leurs différentes activités entrepreneuriales. Donc, ils ont pu rencontrer certains responsables de mairie, certains responsables de région, certains responsables de département. Donc, tout ça a été vraiment l'intérêt de pouvoir mettre en place un Diversity Days dans une ville, c'était de pouvoir faire en sorte que les diversity makers soient bien reliés à l'ensemble du tissu local et ailleurs, puisque après la problématique principale, c'est qu'en région, souvent, ça reste cantonné à la région, donc il fallait aussi faire en sorte de leur donner un écho sur l'intégralité du territoire. Et ça a été fait grâce notamment grâce à la visibilité à travers différents médias et surtout grâce aux différents partenaires qui ont relayé de manière nationale. Et puis, quelques mois après, on nous a dit, bah voilà, vous parlez beaucoup de diversité, beaucoup de numérique, mais au final, qu'est-ce que ça représente? Puis c'est un peu comme toi, tout à l'heure, tu disais, bon, diversité, ça reste un petit gros mot, entre guillemets. Et ça, je sais pas pourquoi après, bon, si, je sais pourquoi, mais ça a une consonance plutôt négative. Et donc, du coup, l'idée était de pouvoir remettre un peu la diversité
mais dans un sens positif, plutôt dans le fait d'apporter des solutions et non pas de critiquer, de dire voilà tout ce qui va mal. Et globalement, donc on s'est retrouvé face à une situation où il fallait quantifier la diversité, les problématiques de diversité numérique. Et donc, bon, on n'avait pas pour objectif de faire au début, mais on l'a fait pour pouvoir mettre en place justement le premier observatoire du numérique dans les QPV dans un premier temps, donc notamment grâce à Pôle emploi et le cabinet Occurrence pour la première édition de l'observatoire, et ensuite avec LinkedIn, Pôle emploi et Occurrence pour la deuxième édition. Et avec ces chiffres, on avait la possibilité de se dire, OK, nous, on est en train d'essayer de promouvoir l'entrepreneuriat, le numérique, la diversité, mais il y a un vrai gap déjà pour l'intérêt du numérique dans les QPV et donc dans le quartier prioritaire de la ville, pardon. Donc c'est là où on s'était dit, bah en fait, on aura beau aller à la rencontre de ces différentes régions, différents quartiers. Le problème est un peu plus profond. Donc, quand on voit qu'il y a moins d'appétence, je crois qu'il y avait 30% d'appétence en moins pour les métiers du numérique en QPV, c'est là où on se dit il faut agir. Donc, il faut monter des actions qui permettent justement de répondre à ces constats-là. Et petit à petit, voilà, ça a donné lieu à énormément d'autres actions sur le territoire, mais je ne vais pas m'étaler énormément là-dessus. Globalement, aujourd'hui, il y a 2 autres programmes qui nous permettent justement d'avancer sur ces thématiques fortes en lien avec la diversité et le numérique. C'est Déclic numérique, qui vise justement à sensibiliser un maximum de personnes sur les métiers du numérique. Et on l'a pondu en plein confinement parce que on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient peut-être souffrir d'une crise d'emploi durant la crise sanitaire. Donc, Déclic numérique, c'est un programme 100% en ligne qui permet justement d'être un peu sensibilisé aux métiers, à tous les métiers du numérique. Et ensuite, on a lancé aussi Take Your Place très récemment, donc c'est cette semaine, comme je vous le disais, et qui vise aussi à faire changer les choses au sein des startups. Et on a monté ça avec la Fondation Mosaïque et 10 startups pionnières qui ont déjà rejoint le mouvement. Et ça permet ainsi, avec les différentes actions, de pouvoir faire changer les choses à différents niveaux. C'est aujourd'hui la problématique à laquelle on fait face, justement. Merci beaucoup, Mounira. Donc, si je comprends bien, donc on va accompagner à surmonter les obstacles qu'on pourrait appeler socio-économiques pour justement entreprendre dans la tech. Des entrepreneurs qui ont aussi des problématiques d'entrepreneurs plus généralement, mais qui se situent dans des territoires où parfois qui consentent des difficultés. Nicolas Rousseau, vous avez un projet, Everzome, je crois, qui est plus qu'un projet. Oui. Peut-être nous en dire quelques mots. Nous, on va revenir un peu dans les sujets de la biotech et notamment ce que Vinly a introduit jusqu'à avant, mais nous, notre focalisation, c'est surtout sur les sujets de santé. Donc Vinly, c'était plutôt utiliser le vivant pour des questions à la fois de pollution ou de food tech ou d'agriculture durable et inventer la nourriture du futur. Nous, on s'intéresse plutôt à des sujets de santé et pour cela, on exploite les propriétés des cellules souches et plus particulièrement du jus de cellules souches, c'est Everzome. Donc on l'appelle plus scientifiquement les exosomes. Et donc ces exosomes, ils ont des propriétés de régénération qui vont permettre de traiter des pathologies comme l'arthrose, comme l'AVC, comme l'infarctus, donc tout ce qu'on peut imaginer qui peut régénérer les tissus. Actuellement, notre corps, malheureusement, après certaines blessures ou certains accidents, on a du mal à cicatriser et nous, on veut vraiment permettre cette régénération. Donc notre technologie, donc on a une technologie en fait qui a été brevetée, qui a été inventée par un laboratoire de l'Université de Paris, donc qui s'appelle le laboratoire matières et systèmes complexes. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'industrialiser ce procédé et pour permettre à divers clients de développer des thérapies. Voilà ce que je vous disais, arthrose, AVC. Donc, on est en B2B. Donc, notre quotidien, c'est peut-être ce que vous avez vu là récemment. On est toute la journée avec des pipettes dans des zones un peu contrôlées. Mais sans que ce soit juste pour le vaccin du coronavirus. Ça reste, il y a beaucoup plus d'équipes qui font ça et c'est des choses qui se passent très bien. On a une équipe de 8 actuellement, on est 8 et la majorité, c'est avant tout des chercheurs ou des ingénieurs. Nicolas, oui. Qu'est-ce que c'est les cellules souches ?
Alors, les cellules souches, donc en fait, quand vous vous blessez, vous allez avoir certaines cellules de votre corps qui vont avoir la capacité à vous régénérer. Et c'est comme ça que vous arrivez à cicatriser. Mais il y a des personnes qui vont cicatriser moins bien que d'autres, ou malheureusement sur des trop grosses blessures, on ne va pas pouvoir cicatriser. Et donc là, nous, on va vraiment extraire les agents des cellules souches qu'on appelle les exosomes et on va pouvoir les injecter chez le patient. C'est ça qui va permettre de soigner de l'arthrose, etc. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, on voit bien des applications extrêmement concrètes qui, finalement, là où on réinvente la santé. Mejda, donc toi, tu as une solution avec Green Village. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet et comment il s'inscrit dans la tech? Ok. Pour m'introduire, donc merci Ahmed, j'espère que ça va mieux avec les écouteurs. Donc moi je suis une ancienne patronne retail en fait, j'ai été directrice de magasin Carrefour, directrice de la chaîne de magasins Bio C'est Bon, et au cours de ces expériences, j'ai observé un gaspillage alimentaire absolument colossal, ce qu'on appelle la démarque, qui était principalement visible dans les fruits et légumes. Et il faut savoir qu'en France, enfin dans le monde en réalité, on consomme 600 millions de tonnes de fruits et légumes et la moitié de ce que l'on produit est jeté. Ça représente 375 milliards d'euros qu'on jette. C'est la moitié voilà, de la production mondiale, donc il faut le dire. La raison pour laquelle ce gaspillage a lieu, qu'est-ce que le gaspillage? C'est l'écart entre l'offre et la demande. Et en vérité, toute la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui, un magasin comme Carrefour, Système U, enfin des gros magasins, travaillent majoritairement en Excel, Mercurial, téléphone, avec leurs partenaires fournisseurs. Donc, tu as une chaîne d'approvisionnement qui est extrêmement hétérogène, avec des outils pas du tout faiblement digitalisés, et où les prévisions de commandes sont difficiles sur un segment de produits qui est, entre guillemets, pas codifié. Donc, il n'y a pas de normes GS1, il n'y a pas de code barre, sauf à mettre un emballage plastique, mais c'est pas le sens de l'histoire. Donc, ce qu'on a fait avec Green Village, c'est on a créé en fait une plateforme collaborative à destination des magasins et de leurs producteurs pour transformer l'expérience de l'achat, de l'approvisionnement en tant que tel, grâce à l'intelligence artificielle qui va permettre de faire des prévisions de commandes et d'anticiper les flux. À partir de là, nos impacts aujourd'hui qu'on a mesurés en magasin, c'est 30% de démarques en moins. Et on s'inscrit vraiment en amont du gaspillage. Donc, on a d'autres relais ensuite qui viennent en complément. Donc, c'est les Phoenix, les Too Good To Go, qui vont ensuite flécher cet excédent vers les dons aux associations. Donc, nous, on intervient vraiment sur la phase amont, qui est celle de la prévision de l'approvisionnement pour anticiper un maximum ton besoin et faire en sorte que tu commandes ce que tu vas effectivement pouvoir vendre, aussi simplement, et de manière collaborative entre tous les acteurs. Merci beaucoup, Mejda. Là, l'enjeu, quand je vous écoute, donc j'entends parler de prévision, d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous aider à apprendre, à déconstruire ces notions? De quoi on parle? Si on parle de prévision, est-ce qu'il s'agit de modèles mathématiques? Est-ce qu'il faut sortir d'un parcours en maths spé, par exemple, pour entrer dans la tech? Vinly, tu peux peut-être nous éclairer comment finalement ces notions, tu les appréhendes au travers de ton activité? Alors, oui, bon, en fait, j'ai fait maths P, je sais pas, mais bon, mais j'étais parti dans l'aéronautique. Et là, j'ai travaillé chez un avionneur toulousain, on ne sait pas lequel, mais bon. Et finalement, je me retrouve à travailler dans les microalgues et en pointe dans la biotech. On reçoit pas mal de prix. Et c'est pas moi le spécialiste et c'est pas moi l'expert. Et en fait, je prends tout simplement la position de dire bon ben j'ai une vision, j'essaie de fédérer les gens autour d'un projet et de base j'essaie de créer un écosystème autour de moi. Et un écosystème, c'est la variété et c'est la diversité des profils qu'on arrive à amener. Et c'est vraiment là, bon, ça reboucle sur le truc, mais c'est des choses qui sont importantes pour nous parce que de toute façon, quand on dit diversité, il y a biodiversité et ça, c'est important pour nous. Et c'est le fait de réussir à trouver, d'être curieux, de trouver les gens qui vont pouvoir nous aider et de pouvoir l'amener. Et la tech, c'est incroyablement, c'est incroyablement vaste. Il faut vraiment discuter avec beaucoup de monde et trouver des gens qui vont pouvoir nous aider. J'ai dû discuter avec, je dirais, plus d'une centaine de personnes avant de choisir le projet qui, en fait, couvre plusieurs projets, plusieurs technologies qui sont différentes. Donc, à la fin, c'est à nous de le mener et je pense qu'il faut réussir à défendre une vision et même du sens pour agréger tout ça.
D'accord. Point Donc, d'exemple. ce que j'entends, c'est que finalement, on parle de notions, mais la tech, finalement, c'est un moyen d'adresser une problématique. Et du coup, Voilà, vous essayez finalement de mettre la tech au service justement la production d'une solution. C'est un peu ça. exactement. D'accord. Avec ce que j'entends, c'est beaucoup l'idée de la curiosité qu'il y a derrière, qui permet, parce qu'en fait, j'entends, on parle de prévision, on parle de futur. Est-ce que c'est une manière, vous êtes des explorateurs du futur un peu, ou est-ce que c'est le présent déjà aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en dis, Sarah? Moi, je pense que c'est le présent et ça doit être le présent avant d'être le futur. Nous, chez Wise, en fait, pour démystifier un petit peu la tech, nous, on a beaucoup travaillé avec les patients qu'on a essayé de servir. Donc, on s'est beaucoup intéressé à la maladie de Charcot, notamment. Donc, rapidement, la maladie de Charcot, c'est une paralysie qui est progressive. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont en bonne santé, aussi bien que vous et moi, et qui progressivement vont perdre l'usage de leurs muscles jusqu'à se retrouver complètement paralysés. Et par contre, c'est une maladie qui atteint que les muscles, ça n'atteint pas du tout le cerveau cognitif, ce qui veut dire que c'est des gens qui sont enfermés dans leur corps, comme ce que je disais tout à l'heure. Et donc, en fait, nous, en tant que personnes qui servent ces patients-là, on savait très bien qu'on ne pouvait pas s'imaginer ce que c'était que de vivre avec cette pathologie. Donc, ce qu'on a cherché à faire depuis le début, c'était d'aller voir les patients, de leur demander de nous orienter. Et donc, moi, j'étais en école d'ingénieur, mais finalement, le premier modèle des lunettes que j'ai fait, honnêtement, c'était une paire de lunettes de soleil sur lesquelles on a enlevé les verres, on a mis du scotch, 3 capteurs, il y avait des fils dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment bricoler une première solution. Très très simple, mais vraiment, quelqu'un en primaire pourrait y arriver si juste suffit de chercher sur internet les capteurs qui vont permettre de détecter le bon mouvement. Et vraiment, c'était du scotch et des fils dans tous les sens, comme je disais. Donc finalement, ça devient très simple au début. Nous, les experts, c'était les patients et leurs familles. On a suivi ce qu'ils nous ont dit. Et c'est comme ça qu'on a développé au fur et à mesure. Donc finalement, ça part de quelque chose de très simple pour arriver à une solution qu'on peut appeler une lunette connectée. Merci beaucoup, Sarah. Donc, si je comprends bien, déjà, il y a l'idée de partir, c'est un peu ce qu'a dit Mejda aussi, on part vraiment d'une situation vécue et aux côtés de ceux qui vivent cette problématique. C'est quand tu mets finalement les patients au cœur de ton dispositif, c'est un peu cette idée-là. Et avec l'idée de finalement, j'entends, entre Géo trouve tout, MacGyver, il y a peut-être il y a du bricolage. Est-ce qu'on bricole aussi, Nicolas, quand on est dans les cellules souches? Ou on commence par bricoler? Je pense que, nous, il y a aussi de la même façon, moi je suis ingénieur de formation, mais c'est vrai que je suis pas du tout l'expert de la société, et nous, on s'appuie sur de la recherche académique, donc des labos de l'université. Mais pour revenir un petit peu à ce bricolage et cette accessibilité, eux, quand ils ont commencé, et c'est finalement comme ça que commence tout labo, toute expérience, on a l'impression que directement, c'est inaccessible, c'est des labos prestigieux, c'est des labos très prestigieux, mais ils vont commencer sur du bricolage, du prototypage et des choses assez rapidement. Une fois que ça a été développé, on peut faire des TP sur nous ce qu'on fait. Des TP je veux dire, c'est des TP accessibles à des étudiants, des travaux pratiques. Excusez-moi, des travaux pratiques accessibles à des étudiants. Et une fois qu'on a fait ce prototypage, il y a quelques concepts physiques derrière, mais derrière, ça reste quelque chose qu'on peut mettre en place très facilement. Et finalement, toute invention au début a commencé par un prototypage assez simple. Et je pense, pour revenir un petit peu sur la notion de futur, de comment on voit les choses, et je pense qu'on s'appuie sur des concepts, nous, scientifiques nouveaux, qui vont être les cellules souches, mais finalement, c'est ce qu'on trouve dans la nature depuis juste des années. Là, on a plutôt l'idée de les exploiter et de voir comment ça peut impacter un marché et changer la vie des gens. Mais c'est tout un aller entre le présent et le futur, c'est comment comprendre les problèmes du présent et voir comment on peut
modifier ce présent pour avoir un futur un peu plus idéal avec des idées qu'on va trouver plus dans la nature. Et je pense que c'est ça finalement la tech. Et il faut aussi savoir que je pense qu'il y a beaucoup de, on va dire, nous c'est ça l'exemple, c'est que il y a beaucoup de technologies qui vont être dans des laboratoires, beaucoup d'idées, et il manque des entrepreneurs pour pousser ces idées. Nous, les chercheurs qui étaient à l'origine de notre technologie, ils sont allés chercher mon associé, elle qui était en thèse dans le laboratoire, et lui ont dit, bah, regarde, on a cette super idée, mais on n'a pas nécessairement envie de monter cette société. Est-ce que toi, ça t'intéresse? Et elle n'était pas expert exactement dans ce qu'on faisait. Bon, elle a une thèse en physique, donc elle a compris très vite quels étaient les ressorts. Mais finalement, c'est pas elle qui a inventé, et c'est nous deux qui sommes à la tête et qui déroulent tout le plan de la société. Donc il ne faut pas être chercheur pour se lancer dans la tech. Excellent. Donc, si je comprends bien, peut-être que Mounira pourra nous le dire, parce qu'elle croise beaucoup d'entrepreneurs dans la tech. C'est la question qui se pose et que j'entends en filigrane au travers de nos échanges. C'est est-ce qu'on part d'une vision, d'une compréhension, d'une lecture d'une situation, peut-être de l'anticipation du futur ou de problèmes pour créer un projet entrepreneurial, ou est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, cette curiosité, comme l'a dit Ville, elle nous amène justement à explorer différentes pistes et à porter un projet entrepreneurial? Justement, je pense que c'est les deux, parce que selon le cas de figure de l'entrepreneur, déjà l'entrepreneuriat est tellement vaste, donc on peut très bien partir du principe qu'on a vécu ou rencontré une problématique dans la vie du quotidien. On s'est dit mais pourquoi on fait rien pour changer les choses? Et à partir de cette question, l'entrepreneur va se dire bah ok, s'il y a personne qui le fait, moi je vais le faire. Je vais monter une solution et je vais proposer justement une manière de pouvoir décanter un peu tout ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de diversifiers qui ont commencé comme ça, que ce soit Boubacar ou Loïc, par exemple, qui ont eu des problématiques, qui ont rencontré des problématiques en Afrique, par exemple, sur le ticket santé ou des choses comme ça, et qui ont décidé de développer des applications pour aider les personnes qui sont sur leur territoire d'origine. Donc là, c'était des exemples en lien avec la diaspora, mais ça existe aujourd'hui avec tous les exemples qui sont autour de nous. Majda en est un exemple parfait. C'est-à-dire qu'elle constate quelque chose qui fonctionne de manière bancale. Elle se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un peu les choses. Et après, il y a toujours un peu cette notion de est-ce qu'il faut que je sois expert pour pouvoir me lancer là-dessus. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la phrase de Nicolas qui précise bien que clairement, il n'y a pas forcément besoin d'être nous-mêmes experts dans ça. On peut s'entourer, parce que aujourd'hui, l'objectif de l'entrepreneuriat, c'est quand même, l'avantage d'un entrepreneur, c'est même s'il se casse un peu la tête tout seul avec plein de petits bonhommes qui lui parlent dans sa tête, au final, il n'est jamais tout seul. Donc, il faut qu'il soit entouré un maximum. Et même si lui n'a pas cette expertise pointue, que ce soit dans la science, que ce soit dans les maths ou autre, il peut très bien s'associer à quelqu'un d'autre qui, lui, est expert. Donc, c'est pour ça que, en soi, c'est vrai que normalement, il ne devrait pas y avoir d'obstacles à entreprendre. Après, il y a les freins personnels, les freins psychologiques, notre entourage, l'environnement, etc. Donc, petit à petit, on peut trouver des solutions. Mais c'est pas évident. Merci beaucoup, Mounira. Ça me fait penser à ce qu'évoquait Majda, à savoir dans la problématique qu'elle a décelée en étant salariée finalement de grosses structures. Sa problématique, finalement, elle suppose de réussir à mobiliser tout un écosystème de parties prenantes où tu comprends qu'entre des fournisseurs, des acheteurs et tous ceux qui peuvent être finalement dans une chaîne logistique, ils ont tout intérêt à créer de l'intelligence. Donc, il y a une logique d'intelligence collective dans la solution que tu essayes d'apporter. Oui, Ahmed, pardon. Absolument. Alors, la relation en fait entre les acteurs, elle est biaisée au départ puisque chacun va avoir un intérêt propre et personne ne se pose la question de se dire tiens, ça serait mieux si on travaillait ensemble. Alors qu'en réalité, tout le monde a y gagné. Là, aujourd'hui, on est incubé au mine de Rungis, donc on est implanté vraiment au cœur même des mines. Et on a co-construit en fait l'outil. Moi, j'ai beaucoup aimé Nicolas et Sarah, ce que tu disais, hein, c'est que en réalité, je pars de mon besoin, mais je vais ensuite l'éprouver sur le terrain. Nous, on a fait pendant 2 ans et demi de la R&D, Ahmed, hein, donc avant d'arriver à cette solution. De recherche et développement. Donc, on a une équipe de chercheurs, de data scientists, et on a passé 2 ans et demi à travailler sur le produit en co-construisant la solution avec les différentes parties prenantes. Je n'étais que, j'ai envie de dire, le déclencheur.
par rapport à une analyse terrain de ce que j'ai pu observer. Et après, il a fallu comprendre vraiment comment est-ce qu'on gaspillait, à quel endroit et pourquoi est-ce qu'on le faisait, pour ensuite, un peu du chaos, on va naître en fait une règle et on va créer de l'ordre. Donc, il fallait travailler avec chacun d'entre eux et faire comprendre aussi que les intérêts des uns et des autres pouvaient se retrouver. On rentre dans un cercle vertueux. Entre aujourd'hui, ce qu'on a pu observer, donc il faut regarder le passé quand on veut adresser l'avenir aussi, et il faut constater en fait que quand un business se fait d'une certaine manière, il y a toujours des raisons. Les gens ne sont pas idiots, hein, donc il y a forcément des raisons. Et il faut comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies qu'on a, on peut réussir à faire la synthèse des différents besoins des uns et des autres pour arriver, en proposant une solution commune et collaborative, à créer de la richesse et de la valeur pour chacun d'entre eux. Et c'est ce qu'on a réussi à faire et j'en suis très heureuse, puisqu'aujourd'hui, voilà, sur le terrain, ça se passe très bien et avec les grossistes, les fournisseurs producteurs et avec les magasins qui sont extrêmement satisfaits de la solution que l'on propose. Merci beaucoup, Mejda. Je t'en prie. En fait, si je comprends bien, il y a vraiment cette approche terrain, votre regard, votre curiosité, votre approche d'explorateur. Tout à l'heure, quand j'écoutais comment Kianos Biotechnologie, justement, identifiait finalement différentes problématiques et différentes manières d'apporter une réponse entre l'alicament, c'est-à-dire de la ligne alimentation qui va avoir des vertus positives, et l'épuration de l'air. Donc, il y a différentes solutions, différentes applications d'une technologie. Comment, justement, de tous ces constats, on passe à une approche entrepreneuriale qui va supposer de trouver un modèle économique et la viabilité de la démarche que vous portez? C'est vrai que dans tout ça, souvent, pour moi, on a beaucoup de projets, il n'y en a pas beaucoup qui survivent. Et il faut d'abord essayer de le pousser. Donc, souvent, je prends un projet et j'essaie de l'amener le plus loin possible sans avoir à dépenser d'argent d'abord, à essayer de convaincre du monde, des gens qui ont vu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui passent du temps sur Internet. Moi, je dis appelez des experts et regardez s'il y a beaucoup de gens qui ont tenté des choses. Donc là, tout de suite, on prend de l'expérience, on se met sur l'épaule des autres et cette expérience-là, on construit dessus. À la fin, le plus important, et ça, je pense qu'on va se retrouver tout le monde dessus peut-être ou pas, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui va acheter ce qu'on va vendre? Et donc, le premier truc à faire, c'est de dire, bon, ben voilà, est-ce que si j'arrive à amener ma solution jusqu'au bout, eh ben, je vais trouver des gens qui vont pouvoir me dire, ah ben, ce produit est intéressant et je vais l'acheter. Et moi, c'est un peu ce que j'avais fait sur tous mes produits. J'avais une technologie, j'aurais pu m'amuser pendant des années et puis l'améliorer. Mais ce que je voulais, c'était d'abord voir, ben voilà, voilà mes clients, mes compléments alimentaires, parce qu'on passe par les alicaments d'abord et la nutrition santé. Est-ce que ben quelque chose qui vous permet d'avoir un petit boost mental, ça vous intéresse? À combien? Je regarde mes coûts de production et à la fin, j'ai mon business plan. Je vais voir le banquier. Il me dit non, je vais voir l'investisseur. Il me dit peut-être plus tard, mais en tout cas, j'arriverai à convaincre des gens dans mon entourage, des gens assez fous pour pouvoir me suivre. D'accord, donc des gens assez fous pour pouvoir vous suivre. Donc il y a un peu de folie dans vos histoires. Justement, dans cette folie, comment on trouve des partenaires? Parce que la folie, c'est pas toujours très rassurant, d'une part. Et d'autre part, comment justement trouver des partenaires à qui on peut aussi avoir confiance? Parce que j'imagine que dans toutes les innovations que vous portez, il y a quand même un enjeu de sécuriser ces innovations, sécuriser la propriété de cette innovation, etc. Peut-être Nicolas, tu peux réagir et d'autres, si vous avez des réflexions là-dessus. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que nous, notre premier partenaire, et ça le restera, je pense, pour un moment, c'est le laboratoire d'où on est issu. On a donc les chercheurs sont aussi fondateurs de notre société. Et maintenant, on a un contrat de collaboration avec ces partenaires. Et donc ça c'était vraiment important pour nous et c'est un peu socle fondamental de la création de la société. Après, je pense qu'il va y avoir toute une recherche de partenaires qui vont être à la fois sur des partenaires plutôt business, à la fois fournisseurs ou clients, mais des partenaires qui vont nous accompagner dans les financements, des partenaires qui vont nous accompagner sur la communication. Donc, il
il y a toute une série de partenaires qui gravitent autour du monde de l'entrepreneur. Et finalement, je pense que la façon de sélectionner ces partenaires, c'est à la fois il va y avoir une partie compétence où on essaye de juger quelle est son histoire, quelle est son expérience, mais est-ce que finalement, humainement, on a envie de travailler avec cette personne et est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde et à la fin, on veut aller dans la même direction. Et je pense que c'est ça qui est important quand on cherche un partenaire et on veut être sûr que on crée vraiment une relation partenariat et pas une relation client-fournisseur. On fait juste un chèque à la fin. Nous, ce qui est important, c'est d'avoir des vraies personnes qui nous accompagnent et qui ont une philosophie commune et qui veulent arriver à aboutir au même projet. Et je pense que ça, c'est important pour un partenaire qui nous accompagne. Donc, c'est l'enjeu d'une philosophie, d'un partage de valeurs, et avant tout, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est une rencontre humaine qui va forcément avoir une traduction via des contractualisations, via des accords, etc. Et aussi, ce que je voulais évoquer avec vous, c'était est-ce qu'il y a des enjeux de sécurisation de votre innovation, des enjeux de brevetage, etc. Si vous pouvez aussi éclairer. Moi, j'aimerais bien réagir par rapport à ce que Nicolas disait, parce que je te rejoins complètement. En fait, ça fait plusieurs fois que j'interviens sur ce sujet de comment est-ce qu'on protège son idée. Quand on est entrepreneur dans la tech ou pas, mais c'est vrai surtout dans la tech, il y a le risque de se faire voler son idée. Et vraiment, ça tétanise trop de personnes avant de se lancer. En fait, il faut être intelligent par rapport à qui on en parle, qui a intérêt en fait à ce que le projet réussisse. Et ces gens-là ne vont pas vous piquer l'idée. Ces gens-là vont vous aider. Et d'un autre côté, j'ai oublié ce que je veux dire, mais voilà, en fait, juste oui, par rapport à protéger son idée, après, il faut être intelligent, notamment dans la tech. C'est possible de déposer un brevet, donc Nicolas l'a fait, nous aussi, ça a été notre stratégie. Et à partir de ce moment-là, du coup, on se sent plus libre de parler de son idée. Merci beaucoup, Sarah. Après, ça me rappelle ce qu'a dit Nicolas en introduction, à savoir, il expliquait que des chercheurs développaient des innovations, mais avoir l'idée et la déployer, la mettre en œuvre, parfois la distance est infinie entre finalement l'idée, le projet qui pourrait finalement prendre la poussière au fond d'un placard et la traduire, avoir cette approche entrepreneuriale, c'est peut-être autre chose. Ton micro est coupé. Oui. Moi, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de monde qui avait la super idée du siècle, qui ne voulait pas me dévoiler et je ne pouvais pas les aider. Et il fallait que je signe un NDA de 10 pages et finalement, je n'ai pas pu les aider. Moi, le truc, c'est que quand on démarre et qu'on n'a rien, on n'a rien à perdre. Et franchement, des bonnes idées, il y a tellement peu d'entrepreneurs, enfin franchement, hein, que la chance que ça tombe sur quelqu'un qui parte avec, quand il voit que nous, on est motivés, qu'on a vraiment commencé à y réfléchir, il y a plus de chances qu'ils aient envie de s'allier avec nous que de le prendre et de le faire. Le mieux, maintenant, on est un peu plus structuré, on arrive, on dit bonjour, NDA, on signe, on est avec des groupes et eux… Tu peux expliquer ce que c'est ? Oui, c'est le contrat qui dit que si ils utilisent les informations confidentielles qu'on leur donne, ils vont pouvoir, on va pouvoir les attaquer en justice, tout ça. Après, dans la réalité, on sait que les NDA, ça vaut pas grand-chose non plus, hein, parce que on signe des contrats, mais après, le mec, il le passe à son copain, il en parle, Le plus important, c'est la confiance. Et la confiance, de toute manière, c'est ça s'acquiert avec le temps. Ce qu'on sait qu'on va dire, ça va se déployer, mais on survalorise l'idée du départ. C'est-à-dire que moi, j'ai l'idée de faire ça, et en fait, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, au début, on en parle, et quand on commence vraiment à avoir des détails, des choses qui sont vraiment concrètes, là, on a quelque chose et là, on protège. Mais au départ, je pense qu'il faut vraiment en parler. Il ne faut pas se bloquer sur la peur de perdre son précieux bébé. Surtout sur la première fois qu'on le fait, on a vraiment peur de le perdre. On le garde 5 ans à côté de soi et on n'en fait rien. D'accord. Je voudrais réagir rapidement. Vraiment, ça dépend à qui on en parle.
C'est-à-dire que par rapport à ta question tout à l'heure, Ahmed, sur le business model, nous, chez Wise, ça a été notre plus gros problème. Parce que on est parti de quelque chose de très humain. On voulait apporter une solution pour des personnes qui étaient dans le besoin. On était étudiants à l'époque, donc on n'avait pas du tout ces questions d'argent en tête. Et finalement, en fait, si on s'était concentré sur la maladie de Charcot, ce qu'on connaissait, on n'aurait pas pu faire une entreprise viable. Ce qui a fait qu'on a pu amener ça à un business model, ça a été le fait de rencontrer des partenaires, d'écouter les experts et d'apprendre en fait à partir des médecins, des ergothérapeutes, de tous ces gens-là qui s'y connaissent bien. Le fait qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes symptômes, c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle de personnes enfermées dans leur corps et non plus de patients de la maladie de Charcot. En fait, il y a plein de monde qui ont des maladies différentes et qui font que ensuite ils peuvent pas contrôler leurs muscles et ils sont entièrement conscients. Et donc quand le marché s'élargit, là on peut proposer une solution qui est plus accessible à plus de monde et du coup on peut avoir une entreprise. Et ça, c'était pas du tout possible avant. Avant qu'on en parle, avant qu'on essaye de faire des recherches, avant qu'on essaye de s'allier. Donc vraiment, c'est ce qui a tout débloqué pour nous. Merci beaucoup, Sarah. Là, on va essayer de rebondir sur les questions des participants. Il y a Gareth Smith qui a évoqué, peut-être Mounira ou d'autres. Il évoquait finalement comment le contexte actuel impacte les créateurs. Peut-être chacun d'entre vous, dans quelle mesure ça freine vos activités, comment vous voyez l'avenir. Est-ce que dans vos démarches, vous faites appel à des levées de fonds ou plutôt à des financeurs, des investisseurs et aussi également, bien entendu, le meilleur investisseur, c'est peut-être le client. Est-ce qu'ils sont au rendez-vous? Mounira, tu as peut-être un écho là-dessus, vu que tu as une vision un peu globale et tu vois différents entrepreneurs. Oui, alors c'est surtout concernant ma vision, puisque en parallèle de Diversides, étant donné qu'Anthony Anthony, le cofondateur de Diversides, est à 300% sur l'association, c'est vrai que moi, en tant que cofondatrice, j'arrive essentiellement dans les moments forts. Donc, en parallèle de ça, j'ai une activité professionnelle que je mène la moitié du mois, en France et l'autre moitié à Tunis. Et lorsque le confinement est arrivé, la question s'est très vite posée concernant nos activités, puisque mon entreprise sur les 2 territoires est spécialisée dans le digital marketing et l'événementiel. Et quand je regardais un petit peu tous les différents témoignages commençait à pleuvoir sur les réseaux sociaux, surtout concernant l'événementiel qui allait bientôt s'arrêter, etc. C'est vrai qu'on a un regard un peu catastrophé. Est-ce qu'on va survivre? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout de l'année, etc. Donc, concernant ça, on a été un peu sauvés parce que nous, généralement, c'était une activité qui était fortement demandée par les entreprises, puisque l'idée était de continuer à communiquer quand même sur le digital. Et puis, la plupart des événements qui étaient prévus sur le planning, on a pu les transformer en format numérique. Alors, certes, avec peut-être moins d'impact et moins d'engagement, mais en tout cas, ça nous a permis de pivoter. Et le stress a généré nous a permis de générer beaucoup plus d'initiatives originales que ce qu'on aurait pu émettre en temps normal. Et après, côté entrepreneur, c'est vrai qu'on accompagne ou ceux qu'on suit de près, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, oui, il y a eu des mauvaises nouvelles. Les personnes certains modèles n'ont pas réussi à pivoter ou à rebondir. Je parle beaucoup notamment des personnes qui travaillaient autour du tourisme. C'était vraiment des saisons catastrophiques et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué. Pour la restauration, ça l'est peut-être un peu moins parce qu'il y a ces outils digitaux qui leur permettent parfois de pouvoir continuer malgré tout le service. Mais il y a vraiment des entrepreneurs qui ont beaucoup souffert de cette crise et qui continuent d'ailleurs. Certains sont devenus carrément salariés, donc histoire de pouvoir générer des revenus. Donc, ont quitté l'entrepreneuriat pour avoir quelque chose de plus stable. Et c'est vrai que souvent, ce pivot-là, il était possible parce que ces personnes étaient déjà dans des métiers du numérique. Donc, je ne sais pas comment ça se passe autrement pour les personnes qui ont perdu leur emploi dans le secteur de la distribution ou autre. Mais voilà, globalement, c'est ce qu'on a pu constater, nous, autour de nous. Nicolas, Mejda, pareil, si vous voulez réagir sur ces écosystèmes, comment ils sont impactés par la période actuelle. Et vous, très clairement, dans votre activité, est-ce que vous êtes freiné? Comment vous voyez l'avenir? Quelles relations avec les acteurs de la finance, avec des clients futurs, etc.
Alors, Nejda, vas-y, je rebondis. oui, ok, ça marche. Alors, pour le point, alors, il y a deux questions. La première, c'est effectivement, tu as des startups ou des entreprises qui vont être, je déteste ce terme, Covid+, à savoir que Covid va être un révélateur de dysfonctionnement qu'on peut avoir, d'une manière de travailler qu'il faut changer, notamment tous les acteurs dont on a parlé tout à l'heure qui ne sont pas digitalisés, aujourd'hui, ils veulent l'être. Alors que c'était pas un sujet il y a encore un an, c'était très difficile. Donc aujourd'hui, ils sont demandeurs. Ça veut dire que aujourd'hui, nous, en tout cas, c'est plutôt positif dans le sens où il y a une prise de conscience et il y a une envie de se digitaliser. Par rapport au financement, c'est une période assez compliquée et je pense pour tout le monde. Vin l'a très bien dit tout à l'heure. On est, alors après, je connais pas la maturité des uns et des autres, mais quand tu es une startup innovante, tu vas avoir un certain nombre de dépenses et puis des revenus qui vont arriver dans un temps un peu plus long que la moyenne. Et ce qui veut dire que ça, il faut le financer. Donc, c'est une prise de risque qui est quand même plus importante que sur d'autres business. Pardon, Aline, c'était très rigolo quand tu disais, voilà, est-ce que quelqu'un a envie de prendre un risque? On est dans la phase de ce qu'on appelle l'amorçage. Et en France, l'amorçage, c'est vrai que malheureusement, on n'est pas très bon, il faut le dire. Par exemple, moi, en Europe, je suis la seule à faire ce que je fais. Le seul concurrent que j'ai à date est un Américain de la Silicon Valley avec des ingénieurs de Stanford. Et eux ont le même âge que moi. Ils ont déjà levé 20 millions d'euros. D'accord. Le même âge. Et ils viennent de démarrer la commercialisation. Donc, c'est te dire à quel point on est sur deux planètes, j'ai envie de dire, un peu différentes. Et parce qu'il y a Covid aujourd'hui, ceux qui, déjà, sont très rares à faire de l'amorçage, aujourd'hui, ils vont préférer faire des Syria, des tickets classiques, plus importants, parce qu'en termes de ressources RH, pour eux, faire un ticket à 300 000 ou 1 million, c'est la même chose. Et ils vont préférer faire le ticket à 1 million. On n'est plus du tout dans l'amorçage. Voilà, merci. Si tu pouvais réagir là aussi, Nicolas, et peut-être je vois que Vin s'est levé aussi, mais après, il y a peut-être des aides à l'innovation. Je sais que ça existe chez Oui, bien sûr. Moi, je vais en parler un petit peu parce qu'on a eu la chance récemment d'être très aidé par la BPI. Donc merci. Je vais détailler un petit peu d'un point de vue contexte. Bon, c'est vrai que nous étant sur des projets de santé, finalement, le contexte, le Covid, ça rend plutôt un contexte favorable pour nous. On se pose beaucoup de questions, le gouvernement et la société sur la production de médicaments du futur. Là, on se rend compte que c'est quand même assez tendu sur certaines chaînes de production. Donc, nous étant plutôt sur le créneau de la production de médicaments, c'est vrai que ça pose un vrai contexte favorable pour nous. On a failli lancer donc un projet dans le cadre du Covid pour la régénération pulmonaire. Il y a un essai cellules souches qui a été lancé en France et on a failli participer à cet essai. Donc c'est sûr que ça crée finalement une dynamique autour de ce qu'on fait. D'un point de vue plus pratique opérationnel, c'est vrai qu'on dépend de l'université, donc on a dû s'arrêter pendant 2 mois. Là, on a eu la chance de rester, de pouvoir maintenir les activités, mais c'est vrai que faire de l'expérimental à distance, je peux pas installer ça dans ma cuisine, globalement. Donc ça peut créer un contexte favorable. Après, nous, ça nous a permis de nous poser pendant 2 mois. Parfois, on est souvent dans la tête dans le guidon en tant qu'entrepreneur et on a plein de choses dans tous les sens. Et là, ça nous a permis pendant 2 mois de confinement de réfléchir à plein de sujets et de mettre tout à plat. Et à la fin, on s'est senti beaucoup plus grandi que vraiment à terre après 2 mois de confinement. D'accord. Ensuite, d'un point de vue aussi, donc c'est un contexte, je pense, favorable. On a eu la chance d'être soutenu à la fois par la BPI et par la région cet été à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, ça nous permet d'aborder très sereinement cette année et les 24 mois prochains. Mais grâce à la BPI, d'un point de vue investisseur, on a moins de recul pour savoir est-ce que finalement, ils vont vouloir se recentrer sur les projets dans lesquels ils ont investi. Mais en tout cas, on se sent très soutenu par la BPI. D'un point de vue plus clientèle, on propose des innovations à nos clients et c'est vrai que dans un contexte Covid, les clients ont tendance à remettre à plus tard ces innovations et se focaliser sur ce qu'ils sont en train de faire et la gestion finalement de la crise. Donc d'un point de vue client, il y a un ralentissement, mais on espère que tout devrait reprendre dès janvier. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Donc, un peu une tension entre gérer
actuelle et investir, parce que dans la tech, vous avez tous évoqué, il y a la R&D. La R&D, c'est du temps et parfois de la technologie. Ça demande des moyens. Donc, comment on gère, pardonnez-moi, l'actualité et comment on continue à se projeter de façon sereine, pour reprendre le terme. Comment on fait tout ça dans cette période d'incertitude? Ou Mejda, j'ai vu que tu voulais peut-être réagir. Très franchement, ça reste une période honnêtement très compliquée parce que quand tu as un produit qui a, voilà, Nicolas, ce que tu viens de dire, hein, c'est-à-dire que tu ne peux pas travailler dans ta cuisine, tu as besoin d'un laboratoire. Donc, on a des frais, on a des coûts. On est dans une période un peu incertaine. Je crois que personne ne sait quand est-ce qu'on va se faire reconfiner. Mais néanmoins, on a des équipes, donc on doit être extrêmement solide et présenter, en tout cas, voilà, être fort pour nos équipes et être fort simplement parce qu'on incarne notre sujet. Et c'est à nous, chefs d'entreprise, à prendre sur nous un maximum pour voilà, essayer de trouver des solutions. On en trouve évidemment, et donc tu as bien fait, Nicolas, de préciser que la BPI est un partenaire pour nous. Je crois que tous autour de la table ici, on en est extrêmement conscients. La réalité, c'est que on doit quand même aussi se dire que la BPI, c'est un très bon boost, c'est un très bon accélérateur, et qu'après, on doit s'appuyer sur des acteurs qui sont, dont c'est le métier, dont c'est censé être le métier, de nous accompagner aussi, et sur des phases où on a le plus besoin d'eux, c'est-à-dire, et pardon, c'est une marotte, j'insiste beaucoup, mais cette phase où on peut basculer d'une entreprise qui va se développer et qui va faire les croissances qu'elle est capable de faire et dont elle sait qu'elle est capable de faire, à une entreprise qui va mourir gentiment parce qu'en fait, personne ne va l'aider, quoi. Donc, si on ne veut pas se délocaliser, partir à l'étranger, partir aux États-Unis ou en Angleterre et rester et avoir des belles boîtes en France, des belles licornes, il faut à un moment donné qu'on nous soutienne sur cette partie-là qui est vraiment, pour moi, j'ai envie de dire, un petit peu le trou dans la raquette en France sur voilà, ces étapes de la vie d'une société. On est tous des conscients, et je me permets, pardon, j'insiste sur ce point, mais Vin, tu l'as très bien dit tout à l'heure, on ne se lance pas dans un business si on n'est pas sûr d'avoir un marché. On a tous une expérience, donc la première des choses qu'on va valider, c'est qu'on a un marché, qu'il y a des gens qui sont clients de notre solution. On ne va pas engager des frais parce qu'on est complètement taré, on dit tiens, j'ai une idée, je vais le faire. Moi, personnellement, je ne suis pas fonctionnaire, donc je ne suis pas en train de me dire tiens, j'ai une super idée, et puis demain, on a besoin de bouffer. Donc ça veut dire que très concrètement, tu as besoin d'être sûr que ce que tu es en train de faire va être demain commercialisable et commercialisé. Tu as des gens qui comptent sur toi, qui sont salariés de ta boîte, donc tu as des gens que tu recrutes et qui vont venir chez toi, qui vont suer sang et eau pour toi sur ton projet, sur ton idée. Tu as intérêt à assurer derrière. Donc, on a validé cette opportunité de marché, on a validé tout un tas de choses et on demande aujourd'hui ce bridge qui va nous permettre d'aller à l'étape d'après. Et là, l'escalier, franchement, parfois, j'y vais à la corde, quoi. D'accord, merci beaucoup Mejda. Donc c'est une lutte de tous les instants. Alors on parlait d'épopée, rien que ça. Donc Vin, tu peux peut-être illustrer un peu cette expérience. Est-ce que le monter dans le bateau, c'est monter dans une galère? Sur le cas, c'est toujours, ça prend du temps. Ça prend toujours plus de temps que ce qu'on croit. Quand on a l'idée, on a l'impression qu'on a fait 80%. Il y a toujours les « il n'y a plus qu'à ». Et c'est vrai que des situations comme la crise qu'on a vécue, nous, je pense que pareil, on travaille avec un labo, on travaille avec le CNRS. Il y a eu une fermeture administrative. J'étais en train de faire pousser des microalgues. J'ai dû tout jeter. Et ça prend plusieurs mois à faire pousser. Je pense qu'il y en a un qui souffre avec moi. Je me permets de te couper, comme ça me permet de faire le lien avec une question. Si tu peux illustrer comment se matérialise ta relation avec le labo. Oui. En même temps, pardon. Oui. Alors, en fait, on a des relations. Au début, c'est très compliqué toujours de commencer initialement à travailler avec un laboratoire. Et il faut vraiment beaucoup discuter au départ de savoir à qui appartient la propriété intellectuelle. Parce que ça, c'est fondamental. Si on est en train de travailler avec un partenaire et on va créer un objet magique technologique qui va rapporter de l'argent. Enfin, on espère tous. Et une fois qu'on l'a créé ensemble, le truc, c'est qui va gagner de l'argent dessus. Est-ce qu'on va le partager avec le labo? Est-ce que l'objet nous appartient, mais on va payer le labo pour avoir le droit de l'utiliser? Et en fait, c'est tous ces trucs-là qu'il faut pouvoir discuter en avance. Et là, il faut se faire
accompagner. Et typiquement, il y a des outils BPI qui existent, il y a des outils INPI. Enfin, vraiment, faites-vous accompagner sur cette discussion parce que la propriété intellectuelle, ça ne s'invente pas. Et surtout, c'est ce qui fait la force de votre… C'est ce qui fait que votre société vaudra des milliards si un jour vous arrivez à la revendre. Bon, hein, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et nous, on a ces relations-là avec les laboratoires. Une fois qu'on a commencé à réussir à trouver, on a un vivier de connaissances, d'expertise qui vient apporter de quoi faire des manips, de quoi avoir de la reconnaissance, de la crédibilité. Et il y a même d'autres acteurs d'investissement qui viendront chez vous parce que vous travaillez avec des labos. Donc, c'est important d'avoir… Après, on sait qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on a des labos aussi. On a un docteur à présenter. Moi, je ne suis pas docteur, mais j'ai des docteurs avec moi. Ça fait toujours très bien, quoi. Merci beaucoup. Là, notre webinaire touche à sa fin. J'aimerais bien si chacun et chacune d'entre vous pourrait partager un tips, un conseil en tant qu'entrepreneur ou entrepreneur dans la tech. Je ne sais pas si vous vivez comme entrepreneur dans la tech. Quel conseil vous donnez à l'ensemble des participants? Peut-être Sarah, pour commencer. Un conseil. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok, parce que mon ordinateur est bloqué, donc j'ai l'impression de parler toute seule. Mais peut-être un dernier conseil, c'est de foncer, c'est de bien s'entourer. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, et c'est très vrai pour nous, en tout cas chez Wise, et je pense que c'est vrai pour tous les projets qui sont dans le social. Quelque chose qui nous fait survivre, c'est le fait de croire en son idée. C'est pas on a une idée et des gens bossent pour nous, c'est vraiment on a une idée et on y croit, et tous ensemble. Et en fait, nous, pendant cette crise, c'est ce qui nous a permis de survivre. C'est cette idée de ok, là tout de suite c'est difficile, on va tous se sacrifier un petit peu, on va tous se serrer les coudes pour que ça aille mieux derrière après. Et voilà, donc vivez de votre idée dans tous les sens du terme. Merci beaucoup, Sarah. Mounira, un conseil, le conseil crucial qui va changer la vie et les trajectoires de nos entrepreneurs. N'abusons pas non plus. J'ai pas ce pouvoir encore, même si j'accepte le rôle d'Avenger, tu vois, mais j'ai pas ce pouvoir. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on a remarqué et qu'on recommande fortement, parce que beaucoup en ont souffert, c'est de ne pas s'isoler. Et malheureusement, le confinement a généré de grosses problématiques d'isolement. Et quand on est entrepreneur et qu'on a en plus des problèmes qui s'enchaînent dans notre petite vie, que ce soit côté salarié, que ce soit côté financement ou autre, on a tendance à voir que le noir, parce qu'avant, quand on sortait d'un mauvais rendez-vous avec un partenaire, au moins on pouvait peut-être s'aérer l'esprit avec autre chose tout au long de la journée. Là, on est focalisé sur notre écran, on voit la vie des autres sur les réseaux sociaux où ça va plutôt bien. On comprend pas pourquoi on est les seuls à souffrir, et en fait, il y a un vrai mouvement solidaire qui s'est créé auprès de certains entrepreneurs, donc notamment sur des groupes, sur Facebook, etc. Et il faut vraiment pas hésiter à évoquer vos problèmes avec votre entourage. Alors peut-être pas votre entourage personnel, mais plutôt votre entourage professionnel, parce que eux peuvent essayer de vous sortir la tête du guidon. Et c'est vrai que quand on parle à notre entourage personnel, on se dit mais attends, il est en train de me donner un conseil alors qu'il comprend rien de ma vie, il comprend rien de mon entreprise. Ok, c'est bien gentil, mais ça me suffit pas. Alors que il y a d'autres entrepreneurs qui font plein de choses très différentes de la vôtre et qui peuvent vous aider en donnant peut-être un aperçu légèrement différent. Donc vraiment, mon conseil, je sais que c'est un peu compliqué à mettre en place, mais essayez de ne pas vous isoler, ou vraiment tenter un minimum de vous forcer une fois par semaine à échanger avec d'autres entrepreneurs, et ça peut les aider eux avant de vous aider vous. Donc ça, ce sera mon conseil d'Avengers. Merci beaucoup, Mounira. J'en profite pour rappeler le rapport pour l'inclusion dans le numérique, de Diversidays, qui a été piloté par Anthony Babkin. Donc, n'hésitez pas à le chercher sur Internet. On va vous mettre le lien, si tu pouvais mettre le lien dans le chat. Comme ça, on pourrait le retrouver. Encore une fois, elle l'a très bien dit, à savoir, il faut vous entourer. Il y a pas mal d'acteurs qui vous appuient pour vous entourer. Il y a la French Tech, peut-être certains pourront évoquer la French Tech.
Il y a vous pouvez chercher aussi French Tech Tremplin où on appuie BPI France et l'ensemble des partenaires. Avec Bercy, on accompagne les entrepreneurs pour créer plus d'inclusion dans la tech avec une bourse et également un accompagnement. Nicolas, un tips, ton tips que tu souhaiterais partager? Moi, je vais revenir sur 2 points. Le premier, c'est peut-être pour conclure un peu la discussion sur la tech. Faut surtout se rappeler que la tech, c'est vraiment un moyen et pas une fin en soi. Et l'important, c'est qu'est-ce qu'on veut apporter à la société, faire évoluer et quels changements. Et il y a beaucoup d'initiatives aussi low-tech qui marchent très bien, donc sans tech justement, mais qui arrivent à apporter des solutions. Il y a des grosses entreprises comme je sais pas, Facebook, ils ont peut-être des brevets maintenant, mais au début, c'est un étudiant qui a lancé ça dans sa chambre. Donc, il faut se rappeler que les plus grosses entreprises, il n'y a pas un socle avec un brevet ou quelque chose. Et donc, la tech, c'est vraiment un moyen et pas une fin. Et effectivement, je pense que l'important en tant qu'entrepreneur au démarrage, c'est vraiment d'être bien accompagné. Nous, on a réalisé de nombreuses formations, donc que ce soit Créer Entreprendre, mais aussi Deep Tech Founders, qui est plus pour les projets à forte composante recherche, HEC. On a rejoint le réseau Entreprendre récemment. On a été à l'accélérateur Wilco. On est à l'incubateur Paris Biotech Santé. Donc, en fait, on a créé tout un écosystème d'accompagnement autour de nous. Là, la société commence à pas trop mal se développer, mais il y a 2 ans, on découvrait l'entrepreneuriat avec mon associé et on est vraiment toujours dans l'apprentissage et dans les découvertes de nouvelles notions. Il ne faut pas avoir peur d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. D'accord. Parce qu'on va apprendre, on va réussir à trouver un accompagnant, un mentor, etc. Mais du coup, la qualité, c'est plus de savoir trouver l'information plutôt que connaître l'information. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, la tech qui est un moyen au service finalement d'un projet entrepreneurial, au service d'une façon d'apprendre une solution. Et avec, encore une fois, finalement, l'entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur connecté. Mejda, donc tu as peut-être un conseil à partager aux entrepreneurs? Oui, alors moi j'aime beaucoup ce qu'a dit Nicolas. En réalité, c'est pareil, la tech est un moyen. En gros, c'est que vous avez une idée, il ne faut pas avoir peur, je pense, d'en parler autour de vous, puisqu'une idée, de toute façon, elle n'est pas protégée. Qu'on est 100 000 à avoir une idée, mais qu'on est très peu nombreux à vouloir la mettre en œuvre. Donc ça, absolument essentiel de consulter, d'échanger, de le faire avec des experts. Vin a raison, il faut être un peu fainéant et ne pas faire des recherches tout seul sur Internet, mais aller voir les gens dans ces métiers, éprouver un maximum. Donc ça, il faut parler. La tech, moi, c'est pas mon sujet. Donc, il y avait des ingénieurs pour vous décomplexer à mort. Moi, je suis une commerciale, j'ai aucune formation tech, etc. Simplement, je parle français et en fait, j'exprime un besoin. Et c'est vrai que la technologie, c'est l'expression, la traduction dans un langage qui va être propre à lui, de ton besoin en tant que tel. Donc, se dire simplement, qui est autour de moi ou si c'est pas autour de moi, quel réseau peut m'accompagner en fait pour sourcer les compétences dont j'ai besoin pour adresser mon sujet. Ça, c'est clé. Et puis après, effectivement, je rejoins complètement Monira, c'est ne jamais être isolé, quoi. Un entrepreneur, tu peux te sentir seul parfois parce que tu dois prendre sur toi. Tu ne veux pas parler de tes problèmes à tes équipes parce que sinon c'est anxiogène. Tu dois quand même aussi partager. Nous, on est extrêmement ouverts dans la société, donc on dit tout ce qui se passe. C'est essentiel. Par contre, quand tu as des choses un peu plus difficiles à gérer, il vaut mieux le faire avec tes pairs, avec des gens qui ont traversé la même chose que toi et qui peuvent te soutenir et qui sont franchement de très bons conseils. Et nous, pareil que pour Nico, on est dans l'accélérateur Wilco. Et ça, c'est des accélérateurs en fait, pour des mises en relation, pour du support, du coaching, du mentoring. Je sais que BPI, vous faites aussi ça beaucoup et vous avez pas mal de partenaires là-dessus. Donc, pas hésiter, voilà. Et on n'est pas obligé de le faire que chez un seul acteur. Donc, on peut vraiment aller chez plusieurs d'entre eux pour avoir l'exhaustivité en fait de l'offre et puis des relations qu'on peut avoir. Ça reste de l'humain. Donc, bien s'entendre les uns les autres avec nos collègues entrepreneurs. Et c'est toujours hyper challengeant, enthousiasmant. Et moi, je sais que ça me fait énormément de bien quand je discute avec vous, par exemple. Tu vois. Super.
Donc ne pas hésiter à s'entourer, au contraire, s'entourer et aussi être rassuré. Il y a plein d'offres finalement pour vous entourer, vous aider, vous accompagner. Trouver finalement l'accompagnement qui vous ressemble. Vin. Oui. Bah, c'est marrant parce que souvent, une des questions qui revient souvent, c'est comment tu t'es lancé, comment tu as osé. Et en fait, je pense qu'il y a pas un moment où je dis j'ose être entrepreneur. Ouais, je me lance, j'y vais. Il y a vraiment un truc où à un moment, enfin, il y a un truc qui est important, c'est de demander des conseils, mais pas de demander la permission. Il y a pas de, j'ai pas besoin de demander une permission d'être entrepreneur. J'ai pas besoin de demander permission de faire de la tech ou de permission de faire de la biotech. Non, j'ai pas le diplôme de biotech, mais j'ai décidé que je voulais en faire. Et ensuite, une fois que je me suis lancé, j'ai trouvé des solutions, j'ai trouvé des gens. Et il se trouve que au passage, je me suis réveillé, j'étais là, j'ai créé mon entreprise, j'étais entrepreneur. Mais je me suis pas dit, je veux être entrepreneur, j'ose être entrepreneur, je me lance. Non. J'ai voulu, j'étais dans le process, je voulais trouver des solutions, et puis voilà quoi. Mais n'attendez pas que quelqu'un vous mette le Graal et vous dites voilà, maintenant vous êtes entrepreneur, vous pouvez y aller. Vous donnez cette permission. Alors, comment dire, un peu d'insolence, un peu d'audace. Heureux les irrévérencieux, les royaumes de la tech leur sont grands ouverts. Alors, ce que je vous propose, merci vraiment beaucoup infiniment. J'ai été honoré de vous recevoir, Mounira, Nicolas, Sarah, Mejda, Vin. C'était vraiment super. Vraiment, merci pour votre générosité, la richesse de vos échanges. Donc, on va continuer ces séquences, à savoir les jeudis de l'entrepreneuriat pour tous, pour parler entrepreneuriat par les entrepreneurs, avec les entrepreneurs eux-mêmes. Jeudi prochain, normalement, on parlera sport. Il va y avoir du sport. Et vendredi prochain, le vendredi 11, retenez cela, il y aura une journée originale dédiée à l'entrepreneuriat pour tous avec des solutions d'accompagnement des entrepreneurs qui sont toujours le cœur du réacteur. Encore une fois, merci à toutes et à tous, aux participants pour être venus et avoir assisté, venus vous écouter. Et encore une fois, merci à chacun et à chacune. Toute compagnie nécessite de se quitter finalement. Et je vous dis à faire, à suivre et belle réussite dans vos projets. Merci Ahmed. Merci Au revoir. beaucoup. Yes. Au revoir. Bon courage à tous.